Le point. Bonjour à tous, bienvenue dans le Tacle du lundi, le podcast consacré au foot. Du Point est diffusé tous les lundis. Événement du week-end, tous les matchs de Ligue 1 sont allés à leur terme. Alors c'est pas courant, mais c'est arrivé. Et pour fêter ça, j'ai réuni l'aristocratie footballistique du Point, rien que ça. Et c'est pas au micro, mais au micro, avec le ballon d'or de la Gironde, Adrien Mathieu. Bonjour Adrien. Quel honneur Florent, merci beaucoup. Ça va très bien, malgré la position très délicate des Girondins. 18e, 2 victoires en 15 journées, mais on essaie de garder le sourire. Mais chaque semaine, on va parler de ça en fait. Bah oui, chaque des semaine, méfaits des Girondins de Bordeaux. On ne stagne même plus, on régresse là, c'est grave. Le melon d'or turinois, Julien Rebucci. Bonjour Julien. Bonjour. C'est tout ? Oui, ce sera tout cette semaine parce que je souffre beaucoup avec mon club, la Juventus Turin. Et l'Italie aussi, qui n'ira pas en Coupe du Monde. Rendez-vous au mois de mars, mais je suis très pessimiste. Le Spritz d'or, l'Alsacien Thomas Strasbourgeois-Müller, qui aujourd'hui est dans la VAR et qui ne parlera pas parce qu'on lui a coupé le micro. Donc on le salue derrière la vitre. Et un nouveau, le super sub d'or, Saïd Maran. Bonjour Saïd. Ouais, écoutez, vous allez me faire rougir là, Florent. Merci de votre accueil, merci de votre invitation. Je suis ravi, flatté et intimidé à la fois. Alors les coulisses, c'est que nous avons trop tapé sur le PSG et comme lors d'une campagne présidentielle, il faut rééquilibrer. Donc vous êtes la caution parisienne. Il paraît que vous avez une belle plume, j'espère que vous avez de bonnes chevilles. Oui, mais malheureusement, là, ça va être difficile de compter sur moi là, pour défendre le Paris Saint-Germain. Surtout après le match d'hier, mais bon, on en reparlera. Oh là là, mais c'est pas possible. On n'en trouvera aucun. Hein. On en parlera. Appelons l'émir. Le principe, alors ça y est, je vais vous l'expliquer, est toujours aussi simple. Chaque participant a 1 minute pour tacler un joueur, une équipe, un coach, un arbitre, un fait de jeu. Et les autres doivent dire si ce tacle est régulier ou s'il mérite une sanction administrative, à savoir un carton jaune ou un carton rouge. Et nous allons commencer par Adrien. Et oui Florent, je voulais parler aujourd'hui des jeunes du PSG, un mot sur ces espoirs du club totalement délaissé au sein de l'équipe première. Alors qu'on se mette bien d'accord, hein, je ne suis pas pour du jeunisme forcé, je ne réclame pas qu'ils soient titulaires immédiatement, ce ne sont pas des cracks à la Mbappé ou Haaland, mais le PSG est en train de passer à côté d'un projet sportif cohérent. Dans un monde idéal, les Xavi Simons, Edouard Michou et Ismaël Garbi auraient du temps de jeu progressivement, remplaceraient certains titulaires absents pour blessures et suspensions, mais à la place, ils perdent leur temps en U19 car oui, initiative inédite dans le football moderne, l'équipe réserve a été supprimée du côté du PSG. Problème, cette équipe a été mal construite avec une quantité exagérée de milieux de terrain qui empêche ces fameux Titi parisiens de se faire un nom. En voyant Danilo, Pereira et Rafinha depuis plusieurs mois, je ne peux pas croire que ces jeunes feraient pire. Mauricio Pochettino estime qu'il ne peut pas froisser l'ego de ces internationaux, quitte à brider ces jeunes talents. Quel dommage quand même pour cette formation parisienne qui dispose du plus beau vivier du monde, l'Île-de-France. De la frustration aux envies de départ, il n'y a qu'un pas. Regardez Moussa Diaby qui est parti s'éclater en Allemagne. Il était taillé pour la rotation en attaque et même mieux. Voilà, le PSG est donc à un tournant, capitalisé sur sa formation, on continue de faire confiance à des joueurs sans relief. Malheureusement pour ces pensionnaires du camp des loges, la deuxième option a une belle longueur d'avance. Pas mal, Saïd. Alors moi je souhaiterais répondre, il y a un exemple récent, alors son nom m'échappe malheureusement, c'était un défenseur. Tanguy Kouassi peut-être. Exactement, qui a été même titulaire en Ligue des Champions de mémoire. Donc il avait la confiance de Tuchel et de l'ensemble du club. Et il a cédé aux sirènes bavaroises, puisqu'il a signé au Bayern de Munich. Et on voit aujourd'hui combien il est absent, puisqu'il ne joue pas. Or, il était titulaire, en tout cas dans la rotation au Paris Saint-Germain. Je pense que dans le cas des jeunes, il faut prendre en compte, vous avez raison, hein, tout ce que vous dites, je l'entends, sur la difficulté de leur faire une place, etc. Il faut prendre en compte d'abord leur impatience, d'une part, et deuxièmement, le rôle des entourages. Les entourages ont un rôle absolument néfaste sur ces gamins. On les presse, on leur met une pression folle, on leur parle de sponsors, de visibilité, d'argent. Ils ont déjà une existence sur des réseaux sociaux avec pas mal de followers, etc. Et tout ça les détourne, je crois, du travail. Tout ce qui compte à la fin. Donc pas forcément la faute du club. Je pense que c'est la faute, s'il y a une faute, elle est partagée, en tout cas. Julien ? Je partage l'analyse de Saïd et même l'objet du tacle d'Adrien, mais je vais vous adresser tout de même un carton jaune à tous les deux d'un coup, parce que vous avez raison dans un monde idéal, mais je vous renvoie juste à l'interview de Mauricio Pochettino dans l'équipe. Il n'y a pas d'idée même de projet de jeu au PSG, de projet de développement des jeunes.
c'est uniquement de la gagne et du bling-bling. Il l'a très bien dit, notamment pour les 3 de devant. Ils sont bons, pourquoi je les changerais ? C'est pareil en fait à toutes les lignes de l'équipe, qu'ils soient bons ou pas. Son équipe, elle est ce qu'elle est et elle ne changera pas au profit des jeunes, au profit d'un nouveau système tactique. Il ne faut pas rêver tant qu'il y aura le Qatar, je pense au PSG, et par extension le président Nasser Al-Khelaifi à la tête de l'institution. Il n'y a aucune raison que ça change. On a vu en plus avec les recrutements même de Sergio Ramos qui prend la place, qui peut prendre la place d'un enfant du club, Kimpembe. Voilà, on ne veut pas faire confiance aux jeunes au PSG et c'est vrai qu'il y a cette mélange d'impatience aussi. On n'est pas au Barça, quoi. C'est pas le Barça, c'est pas la Masia. Non, et Dieu sait pourtant qu'il y a un très bon centre de formation au Paris Saint-Germain. On le voit avec Nkoukou par exemple et d'autres d'ailleurs à Lille aussi. Beaucoup sont issus du centre de formation du Paris Saint-Germain. Donc le problème n'est pas celui. Je pense que le problème est celui de l'environnement et de cette difficulté à percer dans un club qui a bâti quand même tout sur le prestige et les grands noms ces dernières années et qui devrait, malgré tout, puisque Nasser n'a de cesse de rappeler aussi l'ancrage régional du Paris Saint-Germain, faire place quand même à quelques titis parisiens. Avec un problème aussi économique, c'est qu'il y a très peu de plus-value sur ces jeunes. C'est-à-dire que comme ils ne jouent pas, ils ne les vendent pas très cher. Et ce sont les autres clubs qui leur donnent leur chance, qui après gagnent de l'argent. Ils les rachètent après. Souvenez-vous de Nicolas Anelka, rien n'a changé. Bon, bah vous en sortez bien. Non, Adrien. ça va. Je trouve que mieux que Bordeaux en tout cas. Ça c'est pas compliqué. Mais nous-mêmes, on a récupéré 2 titis parisiens avec Ali Pembele qui sont 2 jeunes à fort potentiel très intéressants. Il y en a un qui a signé au Milan, qui rejoindra le Milan l'année prochaine, donc c'est intéressant. Je crois que tu as dit quelque chose de très juste sur l'entourage et c'est vrai qu'on a une génération de jeunes joueurs qui va être impatients et je pense pas que ce soit leur faute à eux. Je pense que c'est vraiment les grands frères, les intermédiaires, les agents qui les poussent. Et c'est vrai que Kouassi, il avait un temps de jeu au PSG qui était conséquent pour un jeune défenseur. Au Bayern, ça s'est mal passé la première saison parce que des blessures. Là, il commence petit à petit à enchaîner. Il était titulaire sur les 2 derniers matchs de Ligue des Champions. Je pense que ça va mettre du temps. Et il arrive quand même au Bayern. S'imposer directement serait beaucoup demandé. Mais je pense que Julien a dit quelque chose. C'est que Pochettino n'a pas la même réflexion que Tourelle. Tourelle, lui, il n'hésitait pas à vraiment donner du temps de jeu conséquent à ces jeunes-là. Alors que Pochettino, on sent bien que la porte est bloquée. Parfait. On va encore parler du PSG, du match du PSG, par Julien Rebucci. Alors, par défaut, on va parler du PSG. Mon tacle, je n'aurais pas besoin d'une minute pour tacler l'arbitre de la rencontre Saint-Étienne-PSG hier 13h. Quelle aberration de sortir un carton rouge peu avant la seconde mi-temps, peu avant la fin de la première mi-temps, adressé à Timothée Kolodziejczak, Vous avez tous vu l'action, Mbappé part au but, il y a 2 défenseurs et non pas un qui court après lui. Le premier, Kolodziejczak, lui fait un tacle qui, certes, mériterait un carton rouge s'il n'y avait pas donc ce second défenseur qui est Nadé, je crois. Je ne comprends pas la décision de l'arbitre, c'est vraiment ahurissant. Voilà, le spectacle est gâché. On parle de double et de triple peine pour Saint-Étienne qui essaye tant bien que mal de se relever après un début de saison plus que compliqué. Et puis de l'autre côté, je pense que le PSG n'a pas besoin de ça, ni pour être premier du championnat, ni pour faire face à l'adversité plus tard en Ligue des Champions. Voilà, j'ai juste envie de dire que pour le PSG avec la LFP, c'est le beurre et l'argent du beurre. Très très bon. Vous l'avez tous, bravo. On mettra des applaudissements parce que c'est extraordinaire. Surtout que c'est triple peine puisqu'il y a but sur le coup franc. Marquinhos marque derrière. Dans la foulée. D'autant plus que l'arbitre a fait preuve pour le coup d'indulgence. Lors de l'accrochage entre Ramos et le numéro 10 stéphanois. Kazri. Exactement, où on voit clairement quand même Ramos lever le coude et mettre un coup. Et là, ils sont sortis par juste un petit rappel à l'ordre et uniquement. Donc c'est vrai que c'est étonnant. C'est incompréhensible, Je pense que c'est plus peut-être la dangerosité du tacle, tu l'as dit, que le fait qu'il y ait un second défenseur. Je pense que c'est ça qui a été un peu sanctionné. Et c'est vrai que l'intensité du tacle était folle. Mais le problème, c'est que derrière, il y avait Masson aussi qui avait été victime d'un gros tacle. Je sais plus par qui. Et du coup, c'est un peu le ce jeu-là où on ne sait pas trop qui a raison, qui a tort. Mais c'est vrai que c'est forcément frustrant parce que Saint-Étienne faisait une belle première période, avait réussi à bousculer le PSG et il a fallu que le PSG soit en supériorité numérique pour vraiment dérouler. Donc forcément, quand je suis supporter stéphanois, je suis frustré ce matin. Je trouve sévère quand même. Je vais défendre pour une fois l'arbitre parce que souvent le PSG est quand même surarbitré, c'est-à-dire que dès que Neymar tombe ou Messi ou Mbappé, il y a faute, il y a carton, etc.
Là, déjà, je rappelle du règlement, le dernier défenseur, ça n'existe plus. C'est est-ce qu'on annule une occasion de but? Et quand on sait que Mbappé est lancé dans la profondeur, c'est quasiment, enfin, c'est une occasion de but. Donc, pour moi, c'est pas choquant qu'on ait exclu le Stéphanois. Dans ce cas-là, dès qu'Mbappé a la balle et qu'on lui fait une faute, on prend un carton rouge. Il y a une occasion de but à chaque fois si on prend ce principe-là. Ah non, mais là, il est lancé dans la profondeur. Oui, mais il y a un défenseur encore à côté. À ceci près qu'ils étaient deux, en effet. S'il n'y a qu'un seul défenseur, je suis d'accord. Ils étaient deux au marquage. Ouais. Saïd? Non, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Pour ajouter à la peine stéphanoise, on a tous vu ces deux copes vides. Et ce qui m'a fait dire qu'avec leurs supporters et à 11, je pense que Saint-Etienne aurait pu espérer au minimum un match nul et au mieux une victoire au regard de la prestation du Paris Saint-Germain hier. On voit que la VAR ne dit rien. Là, on sent qu'on attaque sa corporation, il se tait, voilà. Hein, merci. Hein. C'est moche ce que vous faites. Et on parlait des supporters. Saïd, c'est ton tacle ou ton hommage? Ça m'amène à vous parler des supporters. Je voudrais débuter par une anecdote personnelle. Alors, j'allais au Parc des Princes longtemps, dans les années 90, et je quittais le stade un quart d'heure avant la fin du match. Précisément pour éviter de croiser des hooligans, des skinheads, des néo-nazis qui s'en prenaient, qui tapaient à tout ce qui était noir ou basané. Et avec le temps, donc j'y suis retourné, j'ai vécu la période Le plan Le Prou, donc qui avait éradiqué du Parc des Princes tous ces groupes de supporters haineux et extrémistes. Et on a vu arriver des familles, des enfants, choses nouvelles, etc. Et j'ai le sentiment, si vous voulez, depuis maintenant quelques années, qu'il y a une pacification dans les stades français. Souvenez-vous de ce qu'était la Méno à Strasbourg dans les années 90-2000. Là aussi, je me souviens d'une interview de Peggy Louis Ndoula qui jouait à Strasbourg et qui avait droit à des cris de singe, comme Georges Weah déjà en son temps au Paris Saint-Germain. Alors, je dis ça parce que j'entends aujourd'hui, j'assiste à une espèce de folie ambiante et j'entends parler du retour du hooliganisme dans les stades français. Or, quand on regarde les choses de près, c'est souvent des cas isolés. Oui, des cas isolés. Et moi, je prône pour une extension de la VAR jusque dans les gradins, jusque dans les tribunes. C'est-à-dire que la VAR, qui a une efficacité discutable sur le terrain, pourrait, en l'occurrence, nous être très efficace dans les tribunes pour voir précisément qui est le fauteur, pour l'appréhender et ensuite, derrière, le sanctionner. Donc, cette idée de faire un amalgame entre un individu qui lance une bouteille, et je condamne évidemment ce type de geste, et l'ensemble d'un groupe de supporters, l'ensemble d'un COP, et en arriver à un huis clos, je trouve ça d'une bêtise crasse. Donc on veut supprimer les injustices des terrains avec la VAR, on veut supprimer, éradiquer la violence des tribunes. C'est dans les deux cas pour moi chose impossible. On peut s'y approcher, etc., mais on n'y arrivera pas à une forme d'absolutisme dans les deux cas. Adrien? Moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, Saïd. Moi, étant même supporter, en ayant fait des déplacements et tout, je sais ce que ça représente. Et c'est vrai que si on met la répression vraiment sur l'individu, enfin, quand même, celui qui a lancé cette bouteille sur Payet, il va passer 5 ans à aller pointer chaque soir de match de Lyon au commissariat. Mentalement, ça va être quelque chose. Donc, il va falloir passer par ça. Maintenant, c'est vrai que le spectacle global est quand même gâché. Ce que je regrette juste, c'est peut-être un peu dans la prévention, l'anticipation. Après le jet de bouteille, les supporters de Lyon, quand même, ont insulté Payet, se sont régalés, ont appelé un peu à l'invectiver. Donc je trouve qu'un peu de mesure globale, même si je peux comprendre qu'on est dans une folie tribune, on n'y a pas été pendant 1 an, je peux comprendre qu'il y a ce sentiment un peu de défouloir, mais je trouve que certains responsables de supporters, et pourtant j'en connais, je sais ce que ça représente à Bordeaux par exemple, je vous l'ai dit la dernière fois, lors de Bordeaux PSG, quand quelqu'un a jeté quelque chose sur la tribune, il s'est fait rappeler à l'ordre, on lui a dit surtout tu ne fais pas ça. Et en fait j'aimerais que parce que les capots, les responsables des ultras ont quand même une grosse place dans les tribunes, prennent un peu leurs responsabilités et disent à leurs troupes de se calmer sur certains faits. Mais est-ce que, Julien, il ne faut pas prendre des sanctions fermes, on en parlait la semaine dernière, quand même pour... Certes, c'est les individus qui doivent se prendre en main, mais si on ne fait pas des sanctions fermes avec des matchs à huis clos, des points retirés, est-ce que ça ne va pas mieux éduquer les gens que le faire a posteriori? C'est encore la LFP qui brille
par son absence sur ces sujets-là, parce que je crois que le dernier lanceur de bouteilles à Lyon-Marseille a été appréhendé et envoyé au commissariat du stade en 10 minutes, pas plus, quoi. Donc son cas, lui, a été réglé assez rapidement, mais c'est vrai que ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi il faut 1h30 ensuite pour vous dire non, le match ne va pas reprendre. Il faut que la LFP, les instances, prennent le problème à bras-le-corps et mettent, comme tu dis Florent, en place un protocole si jamais il y a un projectile qui est envoyé sur un joueur, d'ailleurs même qu'il le touche ou pas, parce que on en parle parce qu'il le touche, mais s'il le touche pas, quand Messi il a eu une batterie, un chargeur, ou chargeur de téléphone qui est passé à 1 mètre de lui, le match a continué. C'est pas la gravité qui doit impacter dans ces cas-là. C'est pas normal qu'on puisse lancer des objets sur des joueurs pendant un match de foot professionnel, quoi, même amateur. Mais tu n'idéalises pas trop, Saïd, les supporters, c'est-à-dire que individuellement ils sont peut-être très bien, mais quand le collectif fait aussi qu'ils ont des comportements suspects. Alors sur le collectif, d'abord c'est un très français pour le coup, c'est-à-dire qu'il y a un refus de voir une responsabilité individuelle, donc on est dans la responsabilité collective. Tout le monde paye, voilà, c'est tout le monde. Voilà, les gens qui étaient là avec de bonnes intentions, voilà, se retrouvent interdits de stade par la faute d'un seul individu. Encore une fois, le football, c'est de la passion, c'est aussi des antagonismes. C'est de l'antagonisme. On ne peut pas éradiquer ça. On l'a fait dans la politique ces dernières années. On a vu que les extrêmes sont revenus. Précisément parce qu'il y a une pacification des rapports dans la politique. Et je pense que c'est la même chose dans le football. Oui, il y a des antagonismes parce qu'il y a des histoires aussi. Il y a des histoires, il y a des rivalités, etc. Tu parlais des capots, des groupes de supporters. Aujourd'hui, il y a des interlocuteurs qui sont tout à fait crédibles, qui discutent avec les préfets, avec les dirigeants, etc. Malheureusement, il y a des brebis galeuses. Comme partout, il y a des brebis galeuses. La fouille à l'entrée, vous y avez été sûrement, en tout cas pour le Parc des Princes, elle est stricte. Moi, j'y suis allé, on a fouillé mon enfant qui avait 9 ans, qui a 9 ans. On l'a fouillé. Voilà, de bas en haut. Alors, il y a une bouteille qui est passée. Je croyais qu'on enlevait les bouchons des bouteilles. Là, visiblement, ce n'était pas le cas. La batterie, c'est pareil, qui n'aurait pas dû passer. Il y en a toujours qui passent entre les mailles du filet. Apparemment, les bouchons sport ne permettent pas justement qu'ils soient dévissés, quoi. Voilà, parce que ça permet à la bouteille d'être pleine, donc de gagner en poids. Et, tout ça, c'est la faute de Cristalline, on peut le dire. Voilà. Dénonçons-le. Fallait revoir le modèle aux bouteilles. Voilà. Non, mais je veux juste dire, ne dénaturons pas complètement la nature et ce qu'est ce sport-là. Il y a des passions populaires qui peuvent conduire au pire, et ça, il faut le dénoncer. Mais encore une fois, la sanction collective et ces tribunes hier à Saint-Étienne, voilà, m'ont fait dire que c'était absolument dommage et qu'en l'occurrence, je pense que les Stéphanois, encore une fois, auraient pu s'en tirer mieux sur le terrain s'ils avaient eu derrière des supporters. Puis on l'a vu, pendant un an, on a eu du foot avec une bande-son et pas de public. On n'a pas du tout pris de plaisir. Et sur les stats, on a vu un nombre considérable de victoires à l'extérieur. Donc c'est que c'est un impact quand même important. Oui, ça c'est évident. Hier, le OM3 était d'une tristesse sans nom quand même. En plus d'être un des plus mauvais matchs de cette Ligue 1 depuis le début, franchement, à huis clos comme ça dans un vélodrome, c'était assez triste. Et dernier exemple, je pense que c'est intéressant, c'est le RC Lens qui, après les incidents de Lens-Lille, a quand même eu un discours très très ferme envers ses supporters, mais de manière collective. Et on a pu le voir, les supporters n'ont pas été très réceptifs, on était mécontents, mais au final, on a vu au retour des supporters à Bollaert contre Angers que la fête était revenue. Alors certes, maintenant il y a plus de fouilles, il y a plus un peu de répression, mais voilà, je pense que les clubs sont aussi prêts maintenant à monter au créneau contre leurs propres supporters, quitte à se faire un peu des ennemis des fois. Donc faudra surveiller ce qui va se passer, notamment du côté de Lyon, avec les prochaines rencontres. On n'a pas parlé de Neymar, encore blessé, mais on va rien dire. Hein. On ne tire pas sur une ambulance. Pas de bol. Non, c'est d'une tristesse absolue. Aujourd'hui, même ceux qui sont anti-Neymar ne peuvent qu'être attristés devant la scène d'hier, ce cri qui est très profond. Hein. On connaît le Neymar simulateur, mais hier, il n'y avait pas de doute. Puis on l'a vu en des images. Non, c'est quelqu'un qui, je pense, est fragilisé depuis ses blessures. Il joue avec une appréhension. Il a des os de cristal aujourd'hui. Enfin, donc, il joue avec cette appréhension. On le voit, il a des moments de grâce, et puis par moments, on voit qu'il a peur. En fait, on voit qu'il y a une peur, la peur du contact, la peur de rechuter, la peur de se faire mal, et ça, malheureusement, ça joue sur ses performances. On passe à la séquence. 2 minutes de bonheur en plus. La séquence des pronostics. Alors là, il faut se mouiller, Saïd. Vous avez été parfait
parfait pendant tout le tacle. Mais alors là, il va falloir s'engager. Parce que mercredi, nous avons un choc. Le Paris Saint-Germain reçoit l'OGC Nice. La revanche, puisque Christophe Galtier a pris les rênes de Nice et c'est lui qui a volé le titre au PSG. Donc vous allez devoir me faire un prono avec un score. Et on espère qu'il sera exact. Saïd, PSG Nice. 2-1 pour Paris, après avoir été mené 1-0. Oh là, il est très précis. Julien. C'est à Paris ? Tout à fait. Non, moi je vois Nice l'emporter. 2-1 aussi. D'accord. Je vois Nice aussi l'emporter 1-0 avec un but d'Amine Gouiri. Et moi je vois Kasper Dolberg. S'il peut jouer. Hein. Oui. Et moi qui suis normand, je vais dire 0-0. Et, pardon, un but de Messi qui recevra son ballon d'or et qui le présentera devant le public ce soir-là. Et donc il fêtera ça également dans la foulée par un but. Oh, je crois qu'on va en parler la semaine prochaine du Ballon d'Or parce qu'un scandale est en train de se préparer sur cette histoire de Ballon d'Or. On ne demande pas à la VAR qui est muet. Merci. Merci Thomas, vous avez été brillant. Comme le foie gras de la mairie de Strasbourg, il a été annulé. D'accord, bon, on va rester sur cette ultime... voilà, c'est très compliqué. Saïd, on a été ravis de t'avoir, t'étais brillant. Merci. Et donc tu es le bienvenu pour reparler du PSG ou d'autres moments du football circus, comme dit notre ami Stéphane Guy, qu'on salue. Merci à tous et on vous souhaite une bonne semaine foot avec 2 journées de championnat. Merci beaucoup. Salut. Et à bientôt. Salut, demain. Merci. Le point.